Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Patrick Mignola, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors Front Social, réforme des retraites municipales, faut-il parler d'une rentrée de tous les dangers pour Emmanuel Macron et la majorité? Comment en tout cas répondre à l'inquiétude et aux doutes des Français, puis inquiétude quant aux choix économiques, sociaux et budgétaires du gouvernement? Comment rassurer les déçus du macronisme et entendre du côté de l'exécutif les attentes, voire les critiques du MoDem? Tout un tas de questions que vous allez aborder au cours de cette émission. On va commencer, si vous le voulez bien, Patrick Mignola, par cet acte 43 des Gilets jaunes, la deuxième saison. Leur deuxième saison a commencé hier. Elle a réuni ces manifestations. Elles ont réuni ces manifestations de cet acte 43, 7000 personnes dans toute la France. Alors la France, l'économie française, peuvent-elles supporter une nouvelle saison de manifestations des Gilets jaunes ? Non, je ne le crois pas. Et puis, je crois surtout que la démocratie française ne peut pas vivre de nouveau un cycle de violence. Parce qu'il y en a eu des violences hier aussi. Parce qu'il y en a eu naturellement. Vous savez, quand il y a une manifestation où il y a 800 personnes et où il y a 89 interpellés, plus de 10%, ça veut dire qu'on a des cortèges qui laissent libre cours à la violence ou qui en sont un prétexte, et ce n'est pas l'esprit des Gilets jaunes. Il faut apporter une réponse politique. Alors, vous dites qu'il faut apporter une réponse politique, ça veut dire que toutes les réponses n'ont pas été apportées par le pouvoir à la crise des Gilets jaunes et que tout est en place pour que le mouvement redémarre ? Et c'est précisément ce qu'avait dit le président de la République. C'est-à-dire, il a apporté des réponses d'urgence, des réponses politiques, des réponses financières, des réponses de démocratie participative. Mais il a dit évidemment que le fond, la racine des inégalités, on ne s'y était pas suffisamment attaqué. Et c'est ce qui est devant nous. Et non seulement il faut que le pouvoir apporte une réponse politique, mais je pense que les Gilets jaunes, eux-mêmes, doivent participer à la réponse politique. De quelle manière, en étant candidat au municipal ? Au fond, Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est on travaille dur, mais on habite beaucoup trop loin de son lieu de travail. Certains profitent du système, mais pas nous, et on paye trop d'impôts. Tout sujet politique qu'il faudra traiter à l'échelon national, mais également à l'échelon local. Moi, j'ai rencontré des Gilets jaunes qui pouvaient être de droite, qui pouvaient être de gauche, qui pouvaient être du centre, qui étaient trop souvent, malheureusement, des extrêmes. Il faut qu'ils rentrent dans le champ politique. Alors, si aucun parti politique ne leur convient, ils peuvent en créer un, mais qu'ils rentrent dans les partis politiques. Et ça veut dire quoi, pour faire quoi ? Parce que si demain ils s'engagent... Vous souhaitez, par exemple, qu'ils viennent chez vous au MoDem ? Mais moi, j'ai même des Gilets jaunes dans ma circonscription qui ont adhéré au MoDem. Il y en a dans la circonscription de mon collègue Richard Ramos, et qui reviennent le samedi pour se retrouver. Ils se sentent de moins en moins nombreux, et puis désormais, ils veulent trouver une utilité politique. Moi, je tends la main, et je leur dis, venez avec nous. Choisissez le parti de votre choix, ou inventer un nouveau parti, mais rentrez avec nous. Quand on veut que le travail soit mieux reconnu, quand on veut qu'enfin on règle le problème du logement trop cher qui repousse les gens très loin des villes et qui sont obligés de prendre la voiture le matin, quand on a des racines de l'inégalité qui ne sont pas prises dès l'école maternelle, tout ça, c'est des sujets non seulement qu'on va pouvoir traiter par une réponse politique du pouvoir, ou ce qu'il croit être le pouvoir, mais c'est des réponses qu'on peut apporter aussi ensemble sur le terrain lors des élections municipales. Mais ça veut dire que pas dans la violence, pas dans les violences hebdomadaires, tous les samedis, ou dans chaque cortège. En réalité, on ouvre la porte aux violences des Black Blocs. Ça veut dire que vous proposez aux Gilets jaunes, à des Gilets jaunes, d'être candidats sur vos listes, les listes MoDem au municipal ? Je propose que pour les listes de la majorité présidentielle, pour les listes municipales, j'imagine que nous en parlerons, qui doivent être avant tout des rassemblements et des additions de bonne volonté, ils puissent s'engager sur le terrain. Il n'y a pas le peuple d'un côté... Être candidat sur ces listes ? Et bien sûr, il faut qu'ils soient candidats, et il faut qu'ils s'engagent sur le terrain. Des Gilets jaunes sur les listes de majorité présidentielle. Il peut y avoir des Gilets jaunes sur les listes de la majorité présidentielle, ils peuvent être sur d'autres listes. Moi, je souhaite qu'ils rentrent dans un cycle démocratique, et pas dans un cycle de contestation du pouvoir qui devient en fait une contestation démocratique. Une contestation démocratique, des actes séditieux, comme disait au début du mouvement Christophe Castaner ? On le voit bien, je crois que ce n'était pas l'esprit initial, mais que naturellement aujourd'hui, dans chaque cortège, le jaune s'efface pour laisser place au noir. Et il faut qu'on évite ça pour la démocratie française. Vous parlez de social. Quand on vous entend parler, c'est le social qui vous intéresse. Alors, social, justement, est-ce que vous confirmez que dans la perspective du budget, le MoDem souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la question de la prime d'activité et des minima sociaux ? Oui, incontestablement, parce que le MoDem, ça sert à quoi dans la majorité ? Ça sert à soutenir le grand projet du président de la République, qui est une transformation économique et sociale, pour qu'enfin on puisse s'attaquer aux inégalités, aux injustices qui depuis trop longtemps minent ce pays. Donc on a besoin d'apporter un projet social, au-delà de l'ensemble des réformes qu'on a voulu à marche forcée, peut-être parfois trop nombreuses, peut-être pas assez expliquées, mais enfin on a remis ce pays en mouvement, et il n'y a rien de pire
quand le pays est arrêté, l'ascenseur social est arrêté, il n'y a plus d'espoir parce qu'on est tous assignés à résidence sociale. Oui, il y a encore des quartiers aujourd'hui, il y a encore des classes moyennes inférieures, des classes fragiles dans ce pays qui ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas monter d'un cran. Il y avait une très belle étude sociologique qui est sortie cette semaine et dont Libération, je crois, se faisait l'écho, qui montrait bien qu'il y avait 70 à 75% de personnes en France qui n'avaient pas l'espoir que eux ou leurs enfants montent d'un cran dans l'échelle sociale. On a remis ce pays en mouvement pour que, de nouveau, chacun ait sa chance. Parce que quand personne ne bouge, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Quand enfin on a remis le pays en mouvement, on peut peut-être jouer la loi du plus juste. Donc là, on a devant nous un immense défi social. Et on va le faire, par exemple, avec les retraites. Parce que les retraites, c'est une technique, c'est un équilibre financier qu'il faut trouver, ça va être le niveau des pensions qu'il faut défendre, ça va être les basses pensions qu'il faut relever, parce qu'on ne peut pas avoir travaillé toute sa vie et gagner 700 € par mois, mais ça va être aussi... Avec un minimum de 1 000 € par mois ? Avec un minimum de 1 000 €, c'est la proposition qui a été faite par Jean-Paul Delevoye. Au-delà ou pas ? Et c'est une discussion qui doit être ouverte désormais avec les partenaires sociaux. Vous avez vu que Laurent Berger, par exemple, de la CFDT, a dit que le minima, ça pouvait être un SMIC. Après tout, moi, je trouve assez logique. Il faudra en déterminer le montant et on sait que les finances publiques... Vous êtes favorable à ça ? Minima, un SMIC ? Moi, je suis favorable à ce que, au fond, parce qu'il y a un salaire minimum quand on travaille, il y a aussi une retraite minimum quand on a travaillé. Du même ordre, du même niveau ? Et il faudra qu'on puisse travailler ensemble, à savoir quel est le juste équilibre. On sait ce que sont les finances publiques. Vous savez, le grand enjeu des retraites, ça va être de s'intéresser aux métiers mal payés dans notre pays. Ça fait des années qu'on est tous choqués d'émissions de radio comme la vôtre, en émissions de télé, sur le niveau de rémunération des infirmières. Et on est en plein dans l'actualité. Ou des professeurs ou des enseignants. Ou des enseignants. Voilà. Ce sont justement les infirmières, les aides-soignants ou les professeurs et sans parler des paysans. Qui peuvent être mis en difficulté dans le cadre de la mise en place de la retraite par points. Les Français ont à peu près compris ce qu'on veut faire. Une retraite par points, c'est quelque chose qui est juste. Chacun cotise à la hauteur de ce qu'il gagne, et au moins c'est juste pour tout le monde. Mais alors il y aura les gagnants et les perdants. Mais forcément, parmi les perdants, les premiers qu'on identifie, et on travaille avec eux, ça fait des mois que Jean-Paul Delevoye travaille avec eux, on a un certain nombre de professions comme les professions libérales, mais on a surtout des professions dans la fonction publique, qui sont les professions qui sont admirées par tous, mais qui sont mal payées par la société. Eh bien, ce champ social-là, là où on a les gens qui s'occupent de nos corps quand on est malade et de nos enfants quand ils vont à l'école. Ces corps-là, on va pouvoir enfin décider avec eux, et c'est exactement le vœu qu'a formulé Emmanuel Macron, on va pouvoir travailler avec eux pour que leur niveau de rémunération remonte, pour que demain leur retraite soit meilleure. À travers le projet sur les retraites, on est en train d'ouvrir un nouveau projet social pour le pays. Alors, projet social, retraite, Front social, François Bayrou a fait un discours, on va dire, un peu offensif ce matin à Bordeaux. Est-ce à dire qu'il est devenu un déçu du macronisme ? Ah non, je crois au contraire que c'est un macroniste enthousiaste, François Bayrou. Ça veut dire quoi, un macroniste enthousiaste ? Et qu'il soutient, au fond, cette volonté de transformer le pays pour redonner un espoir de reclassement à chacune et à chacun. C'est un immense défi qui est devant nous, parce que c'est un défi économique, un défi social. C'est même plus un défi politique ou partisan. C'est se dire que ce qu'on n'a pas réussi depuis 30 ans, il faut qu'on parvienne à le faire aujourd'hui. Mais ce qu'a dit François Bayrou, c'est... dans les échéances politiques, les élections municipales ne sont pas des élections comme les autres. On n'est pas dans le champ national. Une élection municipale, c'est avant tout des additions, c'est avant tout des rassemblements. Moi, j'ai eu l'honneur d'être élu maire 3 fois de suite. À chaque fois, j'ai pas regardé les étiquettes. Et alors justement, c'est un peu ce qu'a dit Édouard Philippe. Je cite en substance ce qu'il dit, le Premier ministre, les partis politiques, donc c'est toujours à Bordeaux, au campus d'En Marche, les partis politiques sont indispensables, mais il faut savoir les dépasser et provoquer des rassemblements pour que les majorités soient larges. C'est un peu c'est exactement ce que pense ça. C'est ce que il est devenu bayrouiste. C'est ce que nous Philippe pensons fondamentalement. Oui. Non, je crois qu'il y a autour du président de la République un grand mouvement politique qui est la République En Marche, et c'est parfaitement légitime qu'elle ait envie d'implantation et d'enracinement sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on préparera aussi les échéances futures et qu'on travaillera à la mise en œuvre de nos réformes nationales sur le terrain. Parce que parfois, quand on a fait des grandes réformes nationales, on s'est rendu compte que l'application sur le terrain pêchait. Donc il faut qu'on puisse aussi être sur le terrain pour expliquer, accompagner, mettre en œuvre. Vous voyez, on parlait de la prime d'activité tout à l'heure. La prime d'activité, il y a eu un travail énorme qui a été fait sur le terrain pour que les Français qui n'en bénéficient pas puissent enfin en bénéficier. Ça, c'est du boulot de terrain et on aura besoin d'élus locaux pour ça. Mais constituer des majorités sur le terrain, c'est d'abord se retrouver autour de projets. C'est pas de l'ambition
personnelle ou de l'ambition partisane. C'est de l'ambition pour un territoire. Et des personnes très différentes doivent pouvoir se retrouver et s'additionner. Et au fond, on parlera tout à l'heure des municipales. Ce qu'on pense, au fond, dans cette majorité, c'est qu'elle ne peut pas se résumer à La République En Marche, pas plus qu'elle peut se résumer d'ailleurs à une alliance La République En Marche Modem. C'est-à-dire aller jusqu'où ? Mais il y a des personnes, par exemple, lors des élections européennes, qui étaient de droite, qui étaient de gauche, qui ont rejoint la majorité, qui ont voté pour la liste Renaissance. Et on a besoin de majorité large, on a besoin de majorité de projet. À l'occasion des élections municipales, c'est l'occasion de tendre des mains. Alors, avant de parler des municipales, 2-3 questions dans d'autres domaines. D'abord, par rapport au budget, au prochain budget et au PLFSS. Le MoDem se bat depuis des années en faveur d'une politique familiale, on va dire, offensive. Votre amendement sur le quotient familial avait été rejeté lors du précédent budget. Est-ce que vous allez revenir à la charge cette année ? Oui, on va revenir à la charge parce que ça s'inscrit dans la même logique de quelle manière d'élévation sociale. On a, lors du quinquennat Sarkozy, puis du quinquennat Hollande, raboté les allocations familiales, on les a plafonnées, et pour ceux qui payaient de l'impôt, on a aussi plafonné le quotient familial. Or, qu'on le veuille ou non, c'est pas une déclaration traditionnaliste qu'on est en train de faire là. Dans une famille qui touche le même salaire, avoir 2 enfants ou ne pas avoir d'enfants, ça donne pas le même pouvoir d'achat. Eh ben, on peut pas rester dans une société où finalement on pourrait faire hésiter les gens à avoir des enfants ou les mettre dans une difficulté. Quel que soit le niveau de revenu. Quel que soit le niveau de revenu. Évidemment, on n'est pas en train de parler des 1% des plus hauts revenus. On parle de ça. Mais se dire aujourd'hui que quand on est classe moyenne, on se retrouve toujours un peu dans la même situation. C'est-à-dire que on touche toujours trop pour avoir des aides, mais on touche toujours assez pour payer de l'impôt. Alors, si quand on paye de l'impôt, on peut avoir un peu moins de prélèvements parce qu'on a fait des enfants, ou quand on paye pas d'impôts, qu'on peut avoir un peu plus d'allocations familiales, c'est la possibilité de se dire que non seulement on donne un coup de pouce social à ceux qui préparent l'avenir dans ce pays, parce que s'occuper d'enfants, c'est quelque chose de très important dans notre société, et puis c'est aussi, d'un point de vue économique, je tiens à le souligner, depuis quelques années, on a une baisse de la natalité en France, c'est aussi une façon de faire revivre la natalité. Les difficultés économiques allemandes actuelles ne sont pas étrangères à la crise de natalité qui touche ce pays depuis 20 ans. Autre sujet d'actualité, la nomination de Sylvie Goulard comme commissaire européen a suscité de l'émoi au sein du MoDem. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il y a effectivement, on le sait, il y a une chicaya de longue date, parce qu'elle avait été élue députée européen MoDem en 2009, puis qu'ensuite elle avait quitté le mouvement démocrate. En gros, elle vous a trahi ? En tout cas, elle était venue prendre un poste au titre du MoDem, et ensuite elle était partie. Bon, moi, je n'aime pas utiliser de grands mots, parce que, tout ça, c'est aussi la vie politique. Il y a un joli mot de François Bayrou qui dit de toute façon, dans les partis politiques, la trahison n'est qu'une question de temps. Bon, on a été quelques-uns à tenir la barre. Et donc ça s'adresse aussi à Sylvie Goulard. Il y a un certain nombre de gens qui viennent et puis qui repartent. Ça n'enlève rien à ses qualités intrinsèques, à ses qualités personnelles, à son réseau relationnel, à sa capacité. En revanche, le fait que, et nous en souffrons nous-mêmes, mouvement démocrate, qu'il y ait une procédure judiciaire en cours, le fait qu'il puisse y avoir des contestations sur sa carrière professionnelle, ce qui nous ennuie surtout, c'est que ça peut affaiblir l'image de la France. Parce que, la nomination de Sylvie Goulard. Les aspects d'inimitié personnelle sont une chose. Dans la séquence actuelle, où le président de la République s'est réaffirmé comme un leader, comme quelqu'un qui peut, de nouveau, à l'échelle mondiale, et on l'a vu lors du G7, promouvoir le multilatéralisme plutôt que le bilatéralisme à la Trump, ou à la Bolsonaro, ou à la Poutine, et être capable de remettre la France à sa place sur la scène mondiale, et de refaire de la France un vrai moteur européen. Vous voyez, l'Italie est en train de se reconstruire démocratiquement, et j'espère que ça va marcher. Madame Merkel va avoir bientôt un successeur en Allemagne. Dans ce moment-là, il faut que la France soit forte. Et on sait qu'au Parlement européen, forcément, Madame Goulard sera auditionnée, et que, nonobstant ses éminentes qualités, elle puisse être contestée. Il ne faut pas que la contestation d'une personne devienne ensuite la contestation d'un pays. Ça veut dire, attendez, je vous pose 2-3 questions là-dessus, parce que c'est intéressant ce que vous dites, et c'est la première fois qu'on entend un dirigeant du MoDem parler ainsi. Ça veut dire, vous me dites si c'est le cas ou pas, que Emmanuel Macron a commis une erreur en nommant Sylvie Goulard ? Non, je crois qu'il avait
pris l'ensemble des précautions, le président de la République, pour vérifier que elle était en règle. Et d'ailleurs, le Parlement européen lui-même on va parler de ça, justement, a dit qu'elle était en règle. Ouais. Alors, parce que vous dites, il y a deux choses concernant Sylvie Goulard. Donc, il y a l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. Et donc, dans cette affaire, entre guillemets, sont cités aussi François Bayrou et Marylle de Sarnez, on va en reparler. Et puis, peut-être plus grave concernant Sylvie Goulard, il y a l'affaire de cette mission ou de cette fonction qu'elle a exercée pour le compte d'un think tank américain. Est-ce que ça, c'est grave ? Moi, je ne connais pas pour le coup le fond de l'affaire, hormis les déclarations publiques qu'elle a pu faire à la haute autorité. Donc, elle pourra, j'imagine, s'en justifier, et je le souhaite, parce que je veux en aucun cas que la France puisse être affaiblie dans ce moment-là. Mais on sait comment ça se passe au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a des commissions ad hoc, je trouve d'ailleurs très utile, et on pourrait le faire au Parlement en France, lorsqu'il y a des nominations de ce type. On passe devant les députés de toute tendance, de tout courant, et ceux qui souhaitent vous attaquer vont évidemment regarder ce que vous avez fait dans le passé et vont vous demander de vous justifier. Donc j'espère que l'ensemble des justifications pourront être apportées. S'agissant de l'affaire des assistants parlementaires européens, moi je me réjouis que le Parlement européen ait indiqué on reste sur le think tank. À l'époque, on va en parler, sur le think tank américain. Est-ce que, partant ou parlant de cette affaire, vous pensez que Sylvie Goulard, la nomination de Sylvie Goulard pourrait être rejetée par les députés européens ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Moi, je ne le crois pas. Et en tout cas, ce sera sa responsabilité à elle d'apporter l'ensemble des explications qui l'ont conduite à avoir un autre métier. Vous savez, c'est pas moi qui suis chef d'entreprise qui vont expliquer que quand on est parlementaire européen, on n'a pas le droit de faire un autre métier à côté. Alors on le fait dans d'autres conditions. Mais ce qu'on lui a reproché, c'est de travailler pour un think tank américain et non français ou européen. Oui, c'est-à-dire qu'elle était députée européen et il s'agissait d'un think tank américain. Alors c'est un think tank qui avait vocation à réfléchir à l'avenir de l'Europe, aux nouveaux équilibres entre l'Europe et les États-Unis. Je souhaite que ça ne l'affaiblisse pas. Mais j'espère que ça ne l'affaiblira pas. Mais évidemment, je redoute que ça puisse l'affaiblir, elle, et par-delà, parce qu'on est peu de choses. On représente d'abord un pays quand on est élu. Et je m'applique à cette responsabilité. Il ne faut pas qu'on affaiblisse son pays. Et donc affaiblir la France et Emmanuel Macron et la majorité et éventuellement l'Europe. Bien sûr. Et c'est les grands enjeux qui sont devant nous. Donc, elle a toutes les qualités pour. Il faudra qu'elle se défende très bien. Et vous voyez, je le dis alors que je suis au Modem et qu'elle est venue au Modem et qu'ensuite elle l'a quitté. Moi, je souhaite qu'elle puisse apporter toutes les explications qui lui seront demandées. Sinon sinon, ça peut être très ennuyeux pour la France et pour l'Europe, et ce sera donc évidemment très ennuyeux pour le quotidien de chacune et chacun de nos concitoyens. Mais ça veut dire que sa nomination pourrait être remise en cause, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais à tout moment, de toute façon, tous les commissaires européens, on l'avait vécu avec Michel Barnier à l'époque, sont criblés de questions au moment où ils souhaitent une nomination à la Commission européenne. Alors au passage, je reviens à ce que vous disiez à l'instant, les services financiers du Parlement européen ont minimisé le rôle de Sylvie Goulard, donc ancienne députée européenne du Modem, dans l'affaire des emplois présumés fictifs qui touchent votre parti, donc les services financiers du Parlement européen, parlant, je les cite, d'irrégularités administratives mineures, notées non systématiques et non intentionnelles. Alors, est-ce à dire que cette affaire fait l'objet d'une enquête préliminaire depuis plus de 2 ans, et donc qui vise aussi François Bayrou et Marylle de Sarnez, est pour vous close ? Non, pas du tout. Nous avons le plus grand respect pour la justice. Les femmes et les hommes politiques sont des justiciables comme les autres, et donc la procédure va aller à son terme. C'est évidemment une information de nature à nous rassurer. Ouais. De nature à rassurer. Est-ce qu'en clair, rien ne s'oppose plus désormais à un non-lieu, en l'occurrence un classement sans suite, au bénéfice de François Bayrou ? Parce que sa carrière politique est bloquée depuis 2 ans. Hein. Alors, je ne le sais pas. Mais vous le souhaitez ? La procédure judiciaire est en cours. Nous avons toujours eu la même ligne de défense, c'est-à-dire la transparence la plus totale. Les explications, on s'est efforcé de les apporter au fil des auditions.
Vous savez, quand on a des assistants parlementaires, moi j'ai des assistants parlementaires, ils travaillent à la fois pour le travail que vous faites à l'Assemblée nationale, et puis ils travaillent aussi pour l'action politique que vous conduisez. Qu'est-ce que je fais devant vous aujourd'hui, Frédéric Aziza ? Je suis député de l'Assemblée nationale et je vous explique mon travail parlementaire, ou je suis aussi une personnalité politique. Et les assistants parlementaires qui ont préparé cette émission avec moi le mieux possible, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont travaillé pour le député ou ils ont travaillé pour le politique ? C'est ça, au fond, la question qui est posée. C'est important que la justice le tranche, d'ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'on se cache. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, c'est normal que cette affaire court depuis plus de 2 ans ? Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que pour un artisan plombier, quand il doit toucher de l'argent de la part d'un client qu'il n'a pas payé, ça dure 2 ans et demi, ou de l'État qui a pu faire une erreur en sa défaveur. C'est tout le problème du système judiciaire qui dispose de trop peu de moyens dans notre pays, et c'est la raison pour laquelle on a voté des réformes sur le sujet l'année dernière, et qu'on met plus de moyens dans la justice dans notre pays. Donc on ne va pas se plaindre, nous, parce qu'on est des politiques. On est comme les autres, on doit être traité comme les autres. Maintenant, c'est une bonne indication que le Parlement européen ait indiqué qu'on était dans le cadre d'irrégularités mineures. Justice et politique toujours, Jean-Luc Mélenchon se considère victime d'un procès politique comme Lula au Brésil. Est-ce qu'il a raison ? Et donc là, il fait allusion au procès qui le vise et qui aura lieu d'ici une dizaine de jours concernant la visite, entre guillemets, de la police à son domicile et au siège de la France Insoumise il y a un an. Oui, on se souvient des images. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne comparaison. J'ai bien lu la tribune ce matin dans le journal du dimanche de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de dirigeants, notamment sud-américains. Mais en l'occurrence, Lula est poursuivi pour des faits de corruption, parce qu'un promoteur lui aurait offert un appartement. Je crois que les faits qui sont reprochés à Jean-Luc Mélenchon sont très loin de cette gravité. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille parler de procès politique à ce point. On est dans le cadre d'une rébellion, d'un énervement. Voilà, vous dites rébellion ou énervement ? Mais c'est à la justice de trancher. Non, mais vous avez votre analyse de ce mais Jean-Luc Mélenchon, au fond, c'est un esprit de rébellion. Mais en revanche, c'est pas un homme violent. Écoutez, voilà, nous on pense exactement l'inverse l'un de l'autre à chaque fois qu'on a des débats à l'Assemblée nationale. Mais objectivement, je préfère comme opposant à la politique d'Emmanuel Macron que comme soutien indirect à Lula. Donc, la justice passe. Nous sommes tous des justiciables comme les autres. Il faut que la justice passe, nous sommes tous des justiciables comme les autres. Oui. Est-ce que vous souhaitez, peut-être, la question que je vous pose, vous verrez si vous voulez y répondre ou pas, que la justice soit clémente avec lui ou pas? Le procès a lieu donc dans 10 jours. Non, c'est certainement pas à moi de donner telle ou telle indication ou tel souhait. Ce que je souhaite, c'est que Jean-Luc Mélenchon revienne défendre les positions de la France Insoumise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et qu'au fond, on ait des débats démocratiques entre nous. Nous avons une politique, nous avons une vision pour le pays. Jean-Luc Mélenchon en a une autre. C'est important de pouvoir faire vivre la démocratie en échangeant, et même de façon parfois virulente entre nous. En l'occurrence, il y a eu un moment, je ne crois pas que le procès ait quelque caractère politique que ce soit. Veillons à ce qu'au-delà du 20 septembre... Il y a eu un moment, ça veut dire quoi? Il y a eu un moment d'égarement ? Il y a eu un moment d'énervement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention, parce que pour justiciables comme les autres que nous sommes, il faut aussi qu'on se sache exemplaire. Et lorsqu'il y a des policiers qui vont arrêter des dealers dans une cité, et qu'il y a une rébellion de la part des dealers, il ne faut pas donner le sentiment que quand on a une perquisition dans un parti politique, nous nous rebellons ou au domicile. Et donc, voilà, c'est certainement un acte. Je n'en doute pas une seconde, en plus, connaissant son fonctionnement et le républicain qu'il est. Je ne doute pas qu'il a sans doute regretté de s'être énervé à ce point. Je ne crois pas que ce soit un procès politique. Il faut que la justice passe, qu'elle passe comme pour tout le monde, pas plus, pas moins. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous faites partie de ceux... Il y en a même au sein de la majorité qui mettent un signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, entre la gauche de la gauche et l'extrême droite. Non. Non. Parce que je vous ai entendu dire Jean-Luc Mélenchon est un républicain. Jean-Luc Mélenchon est un républicain et on peut faire une analogie avec l'Italie. Vous voyez, en Italie, à un moment, extrême gauche et extrême droite se sont rejoints. Et puis, cette majorité hétéroclite entre les 5 étoiles et la Ligue de Salvini a explosé. Et moi, je m'en réjouis. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, l'extrême gauche italienne est allée sur un terrain qui était celui de l'extrême droite, et elle aussi
militait contre les migrants. La question migratoire en Italie est une question fondamentale. L'Europe a trop laissé l'Italie en première ligne pour recevoir les migrants, c'est une évidence. Mais que la connexion entre extrême droite et extrême gauche s'opère ainsi, c'est un danger pour la démocratie. Ça a été un danger pour la démocratie italienne, ça pourrait être un danger pour la démocratie française. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais cédé à ce genre d'excès. Il n'y a pas de comparaison possible entre Le Pen et Mélenchon. Pas de comparaison possible entre Le Pen et Mélenchon. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, son rôle peut être important dans la perspective de 2022 pour empêcher quelque part Marine Le Pen d'arriver au pouvoir ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, la vie politique française est en train de se recomposer. Qu'on n'est plus dans un système binaire droite-gauche qui nous a coûté très cher, parce qu'au fond, les uns passaient, puis cédaient leur place à d'autres qui arrivaient pour essayer de faire exactement l'inverse, ce qui fait que la France faisait du surplace. Si demain on peut parvenir à une vie politique multipolaire, où, et je l'appelle de mes voeux, la droite peut se reconstruire, parce qu'aujourd'hui elle est un peu cul par-dessus tête, elle va jusqu'à abandonner ses fondamentaux de libéralisme économique. Bien, vous pensez peut-être à Air France, aux aéroports de Paris, pardon. C'est ça, aux aéroports de Paris, voilà, quand on voit, alors pour le coup, les leaders des Républicains assis à côté des leaders socialistes et des leaders insoumis pour faire un référendum anti-privatisation d'ADP, c'est vrai que c'est pas tout à fait la droite auquel les Français sont habitués. Mais pour la gauche, c'est la même chose. Elle a besoin de se reconstruire. Le fait qu'aujourd'hui, elle ait enfourché le cheval de bataille de l'écologie, mais dans sa version la plus rude, la version la plus décroissante. Moi, je ne connais pas de pays en décroissance qui soit resté très longtemps une démocratie. Là, c'est pas la gauche, c'est plutôt les écologistes qui militent en faveur de la décroissance. Quand j'entends aujourd'hui M. Glucksmann expliquer que de toute façon, il va falloir être écolo, sinon on sera plus socialiste, je pense qu'elle est aussi cul par-dessus tête. On a besoin dans ce pays que droite et gauche se reconstruisent. On a besoin que une gauche plus dure, plus radicale, continue d'exister. L'extrême droite est là et elle est un de nos combats principaux. Vous savez, j'ai toujours dit que le centrisme, au fond, c'est l'espace politique le plus éloigné des extrêmes. C'est pas ni droite ni gauche. C'est l'espace politique le plus éloigné des extrêmes. Donc nous combattons les extrêmes. Mais les Français ont besoin d'avoir le choix, ont besoin d'avoir la plus large représentation. Et donc c'est pas Macron contre Le Pen, c'est autre chose. Non, il faut qu'on soit en capacité de faire vivre plusieurs courants de pensée et demain de construire des majorités et des oppositions avec des gens différents. C'est un peu le sens de ce que je disais tout à l'heure. À La République En Marche et au MoDem, il faut que nous, on soit capable de construire une majorité macroniste qui soit composée par des modérés venant de différentes sensibilités, mais qui sont tous engagés pour une transformation qui ensuite lutte contre les injustices. Puisque vous parlez d'écologie, d'environnement, Nicolas Hulot, qui était encore ministre il y a un an, est offensif en ce qui concerne le dossier du glyphosate. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je le regrette. Pourquoi ? Je regrette que... Donc on va préciser ce qu'il a dit, Nicolas Hulot. Oui, il a dit que les mesures gouvernementales étaient dérisoires lorsqu'elles proposaient qu'on mette des pesticides à 10 mètres des habitations plutôt que 150 mètres comme le proposait le maire de Langouette. Bon, on voit bien d'ailleurs que c'est un sujet très pratique et très technique. Donc le maire de Langouette qui a été poursuivi par suite à la demande du préfet. Débouté, mais bon, si on dit 150 mètres, il n'y a plus d'agriculture en France. Si on dit 10 mètres, c'est peut-être un peu trop près. Mais c'est un sujet qui mérite un débat. Pratique, qui mérite un débat. Et je trouve dommage que Nicolas Hulot dise que c'est dérisoire, parce qu'il se pose en donneur de leçons plutôt qu'en donneur de solutions. Et c'est le costume qui lui plaît sans doute le mieux, mais c'est pas celui qui sied mieux à la démocratie française. Après, sur le fond, bien sûr qu'il faut qu'on règle le problème des pesticides dans ce pays. Et moi, j'ai vu le monde agricole très attaché aux normes environnementales au moment du débat sur le CETA, et même très violemment attaché aux normes environnementales. Il faut aussi que, quand on parle plus du Canada, mais qu'on parle de la France, on soit capable demain de faire des pesticides moins polluants sur le terrain, qu'on arrive à sortir du glyphosate. Et donc, si on est tous engagés de façon sincère dans une mutation écologique, il faut que le monde agricole le fasse aussi. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises des municipales depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qui sera au centre de cette campagne municipale ? Est-ce que c'est l'environnement, l'écologie dont vous venez de parler, ou est-ce que ce sont les sujets régaliens, à savoir la sécurité et l'immigration ? Moi, je pense qu'il y aura 3 grands sujets
dans ces élections municipales. Et c'est bien d'ailleurs de venir un peu sur le fond, parce qu'en ce moment, on parle que de personnes ou stratégies partisanes. On va parler de Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Ici, j'en doute pas une seconde, parce que vous faites très bien votre métier, Frédéric Azia. Mais pour autant, c'est bien de commencer par le fond. Moi, je pense qu'il y aura 3 sujets. Économie, écologie, sécurité. C'est comment on fait de l'économie locale, parce que la question de l'emploi reste pleine et entière dans ce pays. Vous avez vu qu'au G7, il y avait donc 7 dirigeants autour de la table, il y avait 6 pays qui avaient des taux de chômage inférieurs à 4%, nous on est toujours au-dessus de 8%. Donc on a connu un certain nombre de succès. D'ailleurs, vous parlez de ça, Emmanuel Macron dit, on peut arriver à 7% à la fin du quinquennat, c'est possible ? Mais il faut absolument qu'on le fasse. Et ça va passer par le travail territorial. Il faut que les maires demain acceptent de refaire de l'industrie dans ce pays. Oui. Voilà. Parce que l'enjeu, nous on a réformé le Code du travail. On a modifié les règles de l'assurance chômage. On a fait la loi Pacte pour les entreprises. C'est très bien. Sauf que maintenant, il faut que ça s'organise sur le terrain. Et il faut que, dans chaque mairie de France, on ait l'obsession de remettre de l'industrie créatrice d'emplois, pas que des bureaux. Donc je vous ai interrompu les 3 thèmes. Donc économie, écologie, sécurité. L'économie, emploi industriel. L'écologie locale, parce que vous réglez le problème des mobilités, des transports collectifs, des mobilités douces, vous réglez le problème des déchets ou des gaspillages alimentaires, d'abord à l'échelle des mairies et des intercommunalités. Sécurité. Et enfin sécurité, parce que moi je crois que l'élection municipale se jouera aussi sur cette question de tranquillité publique. Et que du plus petit village à la plus grande ville, on n'est plus des femmes qui, quand elles rentrent le soir chez elles, soient obligées de regarder leurs chaussures. Et il faut dire les choses. Alors je sais que c'est un débat qui parfois gêne un peu la majorité. Oui, pourquoi elle a d'ailleurs gêné les majorités précédentes, notamment la majorité socialiste, parce que certains au sein de votre majorité, comme au sein de la majorité précédente, disaient c'est des sujets qui sont connotés Front National. Ben oui, mais moi je ne laisserai jamais uniquement le Front National parler de sécurité. Et d'immigration aussi, vous dites ? Et l'immigration, c'est exactement la même chose. Vous savez, on a ce petit défaut dans la majorité, il faut savoir faire son autocritique parfois, que sur des débats comme la sécurité ou l'immigration, et je m'efforce de ne pas rapprocher les deux, mais au fond, on est dans ces grands sujets régaliens. Le premier débat qui est tenu dans la majorité, c'est un débat pour savoir si on a le droit d'avoir le débat. Bon, eh ben non. Il faut rentrer dans ces débats-là. Parce que lorsqu'on est à l'échelon local, on a l'obligation de faire travailler ensemble la police nationale, la police municipale, de mettre des caméras de vidéosurveillance, d'investir socialement sur le terrain, de mettre des animateurs, de mettre des accompagnateurs, et que ce soit dans le grand banditisme, la lutte contre le grand banditisme dans les quartiers chauds de Marseille ou de Perpignan, ou que ce soit pour la tranquillité publique, pour que quand on rentre chez soi, on n'ait pas le sentiment que quand on traverse l'entrée de l'immeuble, on peut se faire agresser. Mais ça, c'est pas un sujet de gauche ou de droite. Et en tout cas, c'est certainement pas un sujet que pour le Front National. Ça doit être un sujet qui sera aussi porté par la majorité. Alors, municipal toujours, dans la perspective donc, de ces élections de mars prochain, qu'est-ce que le MoDem attend d'En Marche ? Et est-ce que vous considérez que vous avez été maltraité par la direction du parti En Marche, et d'ailleurs au-delà, puisque c'est lui qui décide, par Emmanuel Macron ? Je vais vous dire, en fait, même si je suis président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, c'est pas le sort du MoDem qui m'importe, c'est le sort de la majorité. Le MoDem, c'est une loyauté au projet présidentiel, c'est aussi une capacité à élargir la majorité, parce que nous, on a toujours considéré qu'on était là pour jeter des ponts vers d'autres courants, vers d'autres sensibilités politiques. J'étais, il y a quelques jours, aux universités de rentrée de l'UDI, on parle régulièrement avec Agir, je sais qu'il y a pas mal de députés et d'élus locaux, des républicains modérés qui se sentent mal à l'aise dans la dérive un peu droitière et un peu sans tête ou sans pensée des républicains. Finalement, la question c'était est-ce que vous êtes maltraité par En Marche ? En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être eu un réflexe, parce que c'est normal. Alors réflexe, il y a envie d'enracinement. Donc il y a eu un réflexe de réfléchir d'abord pour les intérêts de la République En Marche. Ça rejoint un peu. Et sans prendre en compte les autres mouvements. Ça reprend un peu ce que dit le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, dans le JDD aujourd'hui. Il dit « La République En Marche a une logique clanique ». Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors, moi, je pense que c'était, dans un premier temps, une logique qui était fondée sur une volonté d'enracinement. Et donc, ils ont d'abord regardé voilà, donc c'est tout à fait légitime qu'ils aient envie demain d'avoir des élus locaux. Donc, ils ont d'abord regardé qui était leur candidat et comment ils pouvaient demain être élus. Aux élections municipales, on est élu en faisant des additions.
on ne sera jamais élu tout seul. Et même le représentant du mouvement du président de la République, là on n'est pas dans une élection législative où il s'agit de donner ou pas une majorité au président. C'est-à-dire, le représentant du président de la République, demain, il ne sera pas élu tout seul. Alors s'il est tête de liste, il faudra de toute façon qu'il compose et qu'il ouvre sa majorité. Et ça donnera d'ailleurs un très bon signal, à mon avis, sur une ouverture de la majorité qu'on pourra ensuite faire au niveau national, où il peut aussi participer à des élections. Bordeaux est exactement dans ce cas-là. Donc Bordeaux, François Bayrou et vous-même soutenez le maire sortant. Emmanuel Macron et En Marche soutiennent un autre candidat, et c'est regrettable. M. Cazenave. Et j'espère peut-être qu'on pourra trouver une solution d'ici la fin de l'année. Parce que je pense que l'erreur qu'on a faite... Une liste unique entre les deux ? C'est le calendrier. On a fait une erreur de calendrier. On a voulu parler des élections municipales avant les élections européennes. Or, aux élections européennes, il y a des élus locaux, de droite ou de gauche, qui nous ont soutenus. Et qui sont rentrés dans la dynamique du président de la République. C'est dommage de présenter des candidatures contre eux. Il vaut peut-être mieux essayer de travailler avec eux. C'est pour ça qu'il faut regarder les projets. Quel projet on fait ? Vous savez, alors, quels que soient les partis politiques, d'ailleurs, à chaque fois qu'on investit un candidat, on voit passer un Facebook disant « Je vais défendre un projet pour le territoire ». Eh bien, dites-nous quel est le projet, et le cas échéant, on s'entendra avec. Très rapidement, quelles sont les villes qui posent problème entre le MoDem et En Marche ? On a un cas compliqué à Aix-en-Provence, on a un cas compliqué à Clermont-Ferrand. Au fond, d'ailleurs, c'est toujours un peu la même problématique. C'est de savoir si on va travailler avec des sortants, si on va s'appuyer d'abord sur les personnes et sur les projets, avant de s'appuyer sur les étiquettes. Moi, je défends à chaque fois que j'en ai l'occasion, évidemment l'étiquette du mouvement démocrate, évidemment l'étiquette de La République En Marche, qui sont nos alliés. Mais je pense que localement, il faut dépasser les partis et les consignes. Alors, la bataille qui fait rage aujourd'hui, c'est la bataille de Paris, entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Bataille à En Marche, au sein d'En Marche. Quel regard vous portez sur l'entrée en campagne de Villani, que certains ont jugé, au sein même de la majorité, calamiteuse? Alors nous, on s'est appliqué à une règle, c'est un calendrier qui ne commençait pas avant les élections européennes, mais là, c'est sur et qui s'achèvera au mois d'octobre. Mais là, je vous pose une question sur Cédric Villani. Mais moi, entrée en campagne calamiteuse ou une bonne entrée en campagne? Mais vous savez bien, Frédéric Azizac, si aujourd'hui je vous parle de M. Villani ou de M. Griveaux, en fait, ça fera une déclaration de soutien ou au contraire de détestation de tel ou tel. Tel n'est pas le cas. Nous avons décidé d'un calendrier et nous nous y tiendrons. Donc le calendrier, c'est pas avant la fin du mois d'octobre ? C'est pas avant la fin du mois d'octobre. En plus, j'ai vérifié, le mois d'octobre, cette année encore, 31 jours. Donc je le dis dans un sourire, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre du carburant dans le réservoir de la division. Et on va pouvoir non pas prendre une décision de soutien à tel ou tel, à Paris ou ailleurs, sur l'impression, bonne ou moins bonne, qu'il a pu donner lors d'une entrée en campagne. On va venir sur le projet territorial. Paris, excusez du peu, c'est 5 fois plus de dettes sous le mandat d'Anne Hidalgo. C'est pas un petit sujet. On va pas parler des mérites comparés de Cédric Villani et Benjamin Griveaux, alors qu'on est face à une ville qui est en train de se surendetter. Si je vous entends bien, si je vous comprends bien, ça veut dire que pour vous, c'est pas encore du tout cuit. Benjamin Griveaux n'est pas sûr d'abord d'avoir votre soutien et d'être candidat jusqu'au bout. Nous avons indiqué, comme d'ailleurs dans toutes les villes de France, que nous aurons une discussion avec La République En Marche lors du mois d'octobre, et qu'à la fin du mois d'octobre, nous prendrons des positions. Pour le moment, parce que je souhaite que ces positions soient prises sur le fond, j'ai vu Benjamin Griveaux donner un certain nombre d'indications. Et à mon avis, il a eu parfaitement raison de commencer par l'enfance. Moi, je pense toujours que le rôle d'une mairie, c'est de mettre de la douceur dans un monde qui n'est pas doux. Et la douceur, elle passe par deux choses. Elle passe par la place des enfants en ville et par la place du végétal en ville. Et c'est bien qu'ils soient entrés en campagne, d'ailleurs, sur ce sujet de l'enfance. Donc c'était une interview dans le JDD il y a 15 jours. Qui viennent l'un et l'autre sur le fond. Et puis, c'est sur le fond qu'on essaiera de trouver le meilleur moyen que Anne Hidalgo ne soit plus maire de Paris en mars prochain. Moi, c'est ça que j'appelle de mes vœux. C'est plutôt les sondages qui vont décider. Le premier sondage va être publié dans 8 jours, je crois. Donc, s'il y a une différence importante entre les deux candidats d'En Marche, je pense qu'à Paris, ça se jouera sur le projet, la capacité de rassemblement. Le projet, ce sera comment on redresse les dépenses publiques à Paris, comment on remet de la propreté, comment on remet du végétal, comment on redonne une vraie place aux enfants, comment
on peut mieux se loger à Paris. 2 dernières questions pour terminer. Que vous inspire la visite de l'eurodéputé Thierry Mariani en Syrie à la tête d'une délégation du Rassemblement national où il a rencontré Bachar el-Assad? Une visite ponctuée de tweets d'allégeance à ce qu'il convient d'appeler le boucher de Damas. Oui, mais ça montre bien que le Rassemblement national ne mérite pas de porter le nom de national. Parce que c'est à l'inverse de toutes les valeurs qui sont portées par la nation française. Et quand je le vois en plus accompagné d'un néo-député européen que j'avais connu au Conseil régional Rhône-Alpes, il était à l'époque écologiste, puis ensuite il est devenu insoumis, maintenant il est au Rassemblement national, il n'y a pas de cohérence et c'est pas l'intérêt de la France de faire ce genre de choses. Quand vous entendez Tariq Ramadan se comparer au capitaine Dreyfus, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que cela vous inspire? De l'écœurement. De l'écœurement. Dans la semaine où on parle des violences faites aux femmes, du Grenelle que Marlène Schiappa a lancé pour que les femmes soient mieux protégées dans ce pays, le fait que quelqu'un ait commis de tels actes et ose... soit accusé d'avoir commis de tels actes. Se comparer au capitaine Dreyfus, qui a été un des grands marqueurs de la République française et des valeurs qui sont les nôtres. Je trouve ça, au fond, ridicule. Je ne sais même pas pourquoi on en parle d'ailleurs. Merci en tout cas, Patrick Muller, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.